Bonjour et bienvenue au point de presse du CIUS de l'Estrichus dans lequel nous ferons état de la situation de la COVID-19 sur le territoire. Les porte-paroles aujourd'hui sont le Dr Alain Poirier, directeur de santé publique en Estrie, ainsi que le Dr Vincent Masse, microbiologiste, infectiologue et officier en chef de prévention et contrôle des infections. Dr Poirier, à vous la parole. Merci, Mme Lemay. Alors, on va commencer le topo par quelques chiffres. D'abord, on a eu 53 cas hier. C'est un peu moins que la moyenne de tous les jours de la semaine dernière. La semaine dernière, on a eu entre dimanche et samedi 496 cas, c'est-à-dire 71 cas par jour en moyenne, ce qui nous place malheureusement, évidemment, on le sait, dans le palier rouge. Il y a eu, dans tous ces cas, des cas reliés entre eux, ce qu'on appelle des éclosions, 35 nouvelles éclosions. Évidemment, dans toutes celles que nous avions, il y en a qui se terminent après une certaine période d'incubation. S'il n'y a pas de nouveaux cas, on considère que cette éclosion est terminée. Donc, on est 22 personnes sont hospitalisées et 2 sont aux soins intensifs, ce qui est ça, une bonne nouvelle parce qu'il n'y a pas vraiment de progression de ce côté-là. Alors, donc, ça nous garde toujours, parmi tous les critères sur lesquels on ne reviendra pas, on est toujours en Estrie dans le palier rouge. Je vais revenir quelques mots sur l'état de situation asbestos. On sait qu'il y a eu beaucoup de cas dans les 2-3 dernières semaines dans la sous-région du coin de Val-des-Sources. Donc, ce week-end, il y avait des dépistages particuliers. Donc, 115 personnes se sont présentées au point de service de dépistage cette fin de semaine. Donc, comme c'était des gens qui avaient des indications, on peut de venir faire ce dépistage. On peut penser qu'on aura dans les prochains jours encore quelques cas positifs de cette région. Mais pour tout le territoire, on a ajouté aujourd'hui dans l'agrégat d'Anneville-Asbestos 22 cas de la région des Sources. Maintenant, je voudrais rappeler, pas spécifiquement pour asbestos, mais de façon générale, en fin de semaine, on a fait le tour de nos enquêteurs pour entendre plusieurs témoignages de gens qui ne se sont pas isolés ou ne sont pas allés passer des tests, même s'ils avaient des symptômes. Pourquoi? Parce qu'ils jugeaient leurs symptômes trop légers ou que c'est passé rapidement. Alors, voici ce qu'on veut rappeler aux gens. D'abord, si on se rappelle qu'il y a des gens qui n'ont pas du tout de symptômes, on peut comprendre qu'il y en a qui n'ont que de très légers. C'est un continuum. Malheureusement, il y a des gens qui deviennent très malades, sont hospitalisés, soins intensifs et même des décès. Mais il y a donc pas mal de gens qui sont dans une catégorie peu de symptômes. Or, si vous avez des doutes, parce que ça peut ressembler à d'autres virus, on le sait, c'est pas un virus respiratoire tellement extraordinaire. Oui, il y a des symptômes spécifiques. On se rappelle la perte de l'odorat ou la perte de goût, mais quand on tousse un peu de fièvre, il y a beaucoup de symptômes qui peuvent être confondus et on découvre des gens qui ne se sont pas testés, pas fait tester et qui ne se sont pas isolés face à ces symptômes-là. Alors, comme ça peut être un peu confondant, on ne va pas toutes les revoir maintenant et vous n'avez pas à vous les rappeler, vous allez taper sur votre moteur de recherche Google ou quelconque, auto-évaluation COVID. Et puis, vous allez tout de suite avoir 3 questions toutes simples. Est-ce que j'ai ça? Est-ce que j'ai ça? Est-ce que j'ai ça? Si oui, voilà, vous devriez aller vous faire dépister en Estrie. Là, il y a un plan, il y a une carte, puis vous mettez votre code postal. Bingo, c'est réglé. Alors, ne vous cassez pas les nénettes. Allez voir l'outil d'auto-évaluation si vous avez des symptômes, parce qu'on trouve beaucoup de gens qui attendent et qui peuvent finalement contaminer plein de gens. Alors, c'est ce que beaucoup de nos enquêteurs nous disent, sous une forme ou sous une autre. Il n'y a pas de malveillance, il n'y a pas de gens de mauvaise foi, mais on trouve de plus en plus de gens qui, parce que les symptômes sont trop légers, ne vont pas se faire dépister et pire, ne s'isolent pas. Alors voilà, essentiellement, juste une information que je voulais rappeler et puis j'arrêterai ici. Dr Masse. Merci, Dr Poirier. Je vais suivre un peu dans votre tradition et commencer avec quelques chiffres, notamment au sujet des veilles d'éclosion et des éclosions qui sont en cours dans nos installations au CIUS de l'Estrichus. Côté veille d'éclosion, nous en avons 5 en cours présentement. Bonne nouvelle, dans tous les cas, chaque veille comporte moins de 5 membres du personnel. On n'a pas de patients ou de résidents qui sont affectés et on a des dépistages massifs qui sont en cours à la fois pour le personnel et pour les patients ou les résidents des secteurs qui sont visés par cette éclosion, un peu comme on fait d'habitude. Ce n'est pas la première fois qu'on en parle ici.
Deuxièmement, pour les éclosions, nous avons en ce moment 8 milieux en éclosion. Vous avez peut-être vu passer hier dans les médias, nous avons depuis hier là, un secteur en fait là, de l'hôpital Fleurimont qui est également passé en éclosion. Toutes nos équipes sont à pied d'œuvre là, de façon à contenir et à terminer cette éclosion le plus rapidement possible. J'en profite pour remercier tous les membres du personnel qui contribuent de près ou de loin à endiguer cette éclosion. Et je remercie également nos usagers et les visiteurs et autres proches aidants et membres de la communauté qui sont impactés par toutes ces mesures. Je les remercie pour leur patience, pour leur compréhension et pour leur collaboration. Oui, les mesures qu'on met en place peuvent parfois compliquer là, ou empêcher là, certaines visites, mais on le fait vraiment avec le bien commun en tête. On ne le fait pas pour le plaisir. Deuxième point dont j'aimerais parler, les décorations de Noël dans nos installations. C'est un sujet qui semble avoir fait couler beaucoup d'encre là, dans les dernières journées. C'est pourquoi on tient à apporter certaines clarifications. Premièrement, et c'est le point le plus important, au CIUS de l'Estrichus, les décorations de Noël sont permises. Je le répète, les décorations de Noël, elles sont permises. Cependant, nous devons faire certains encadrements des décorations de Noël. Des encadrements qui, honnêtement, font partie des mesures qui devraient être mises en place en tout temps lorsqu'il est question de décoration de Noël ou pour quelque autre événement dans nos unités de soins. L'objectif principal est de permettre en tout temps un accès facile aux surfaces à nettoyer par les équipes d'hygiène et salubrité de nos installations. Vous le savez, avec la COVID, on fait beaucoup d'entretien ménager, on fait de la désinfection, on fait également une désinfection accrue des surfaces fréquemment touchées. Donc, il est important pour permettre le travail du personnel d'hygiène et salubrité que les décorations n'interfèrent pas avec ce travail. De plus, et ça encore là, ce sont des principes qui s'appliquent en tout temps, les décorations doivent être sécuritaires pour la circulation du personnel et des autres équipements et autres qui pourraient circuler. Elles doivent être sécuritaires pour les usagers, répondre aux normes d'incendie et aux autres dispositions en vigueur. Donc, nos décorations de Noël sont permises, mais encadrées de cette façon. Nous privilégions les décorations de Noël comme les guirlandes accrochées au plafond et suffisamment hautes pour ne pas obstruer le passage, parce que c'est l'endroit idéal. Maintenant, bon, il y a d'autres possibilités, des décorations au niveau des fenêtres, par contre. On a eu beaucoup de questions aussi au sujet des sapins de Noël. Sapins de Noël, oui, ça peut être permis, mais encore là, il faut utiliser son gros bon sens. On le sait, sur nos unités de soins, l'espace est souvent exigu. On cherche de la place pour se mettre, particulièrement maintenant qu'on doit en plus garder des distances. Si le sapin de Noël est dans le chemin et empêche la distanciation, ce n'est pas idéal. Donc, il faut utiliser de son jugement de ce côté-là. Le principe de base, la sécurité de tous et également permettre le nettoyage et la désinfection par nos équipes. Nos équipes d'hygiène et salubrité travaillent d'arrache-pied depuis le début de la pandémie. On les remercie chaleureusement pour leur travail et leur collaboration. Autre point, les bols de bonbons ou autres friandises. Pour des raisons évidentes, nous ne voulons pas qu'il y ait de partage de bonbons ou autres friandises. Puis ça peut inclure des boîtes de beignes, partage de pizza ou tout autre partage de nourriture ou d'aliments sur les unités de soins. Nous avons eu, lors de nos veilles ou de nos éclosions précédentes, plusieurs événements de transmission qui ont été attribués justement à du partage d'aliments sur les unités. C'est une question de sécurité. Nous ne voulons pas de ce genre de partage d'aliments pour cette raison, parce que
ça peut entraîner là, la contamination, la propagation du virus. Dans nos installations, nous avons particulièrement en CHSLD, il y a des équipes d'animation là, qui vont se charger là, de trouver des solutions créatives et d'apporter là, un caractère, disons, plus festif là, à la période des fêtes malgré ces restrictions. On comprend que la période des fêtes est une période de l'année qui est importante pour tout le monde et on le voit aussi là, cette année particulièrement avec la grisaille et la morosité de l'automne qui s'installe. Les gens ont déjà là, leur guirlande de Noël allumée le soir, un comportement qui, il n'y a pas si longtemps, on en riait, mais maintenant c'est rendu un peu là, le remonte morale de tout le monde. Donc on comprend l'importance que prennent les décorations de Noël en cette période de pandémie, mais quand même, il faut rester sécuritaire, il faut rester raisonnable et il faut se servir de son gros bon sens. Autre point maintenant, les visites dans les installations. Ça aussi, on souhaite apporter quelques précisions de ce côté parce qu'on a beaucoup de questions. Comme vous le savez, tout ce qui encadre les visites, que ce soit pour les visiteurs et les proches aidants, c'est encadré selon le niveau d'alerte, selon le palier où on est. Comme on est en zone rouge, il y a certaines dispositions particulières. Du côté des proches aidants, au niveau de la zone rouge, ce sont les seules personnes qui sont autorisées à venir visiter des usagers dans nos installations. Qu'est-ce que c'est un proche aidant? La définition est assez large, mais ça implique que vous êtes impliqué de façon active dans les soins du proche que vous allez visiter. On pense par exemple là, à des membres de la famille qui vont donner des soins comme le bain ou les repas à leurs proches. Ça fait partie de la définition de proche aidant. Les proches aidants sont autorisés, mais on a un proche aidant par personne, par usager, c'est-à-dire par jour, qui est autorisé là, sur nos unités. Pour ce qui est des accompagnateurs, donc des autres visiteurs, ce n'est pas permis lorsqu'on est en zone rouge. Il y a quelques exceptions là, particulières à la pièce qui peuvent être négociées. Je n'entrerai pas dans tous ces détails-là. Ces situations-là doivent être discutées là, avec le personnel de l'unité là, où l'usager se trouve. On pense par exemple à des situations comme une fin de vie. Là, il y a des dispositions particulières qui sont prévues, mais l'idée est de limiter au maximum ou de limiter au minimum, donc avoir le moins de gens possible sur nos unités, dans nos milieux de soins pour limiter le plus possible la transmission du virus. En conclusion de tout ça, encore là, on prend la peine de remercier tout le monde. Là. Tout le monde est tanné de ces mesures de pandémie. Moi-même, on commence à trouver ça difficile, on commence à trouver ça lourd avec le temps, mais il ne faut pas lâcher, il ne faut pas baisser la garde. On est en zone rouge, on a beaucoup de cas en communauté. Nous devons protéger nos usagers, protéger notre personnel à l'hôpital. Donc, on remercie tout le monde pour votre compréhension, votre collaboration également à l'ensemble de ces mesures, même si parfois c'est un peu fâchant ou ça contrarie les plans qu'on avait. Dites-vous que ces mesures-là sont toujours faites dans l'intérêt général, dans l'intérêt de nos patients, de nos usagers et également de notre personnel que nous souhaitons protéger. Rappelez-vous que si les membres du personnel doivent s'absenter parce qu'ils sont malades, ben, ça a un impact direct sur les soins qui peuvent être prodigués. Donc, ce n'est pas seulement vous et votre proche que vous voulez aller visiter à l'hôpital, c'est également tout l'effet domino qu'il peut y avoir si vous deviez être, malgré vous, à l'origine là, d'une éclosion ou d'une transmission accrue là, dans nos milieux. Donc, on ne fait pas ça pour nuire, on ne fait pas ça par manque d'humanisme, on ne fait pas ça pour être méchant, on ne veut pas voler Noël. On veut tout simplement que nos milieux puissent être sécuritaires pour tout le monde, nos usagers et le personnel.
Merci beaucoup. Nous allons maintenant passer à la période de questions. Donc, une première question qui nous vient de Radio-Canada Estrie et une même question là, qui est partagée également par TVA. Donc, Dr Poirier, ça s'adresse à vous. Donc, plusieurs hypothèses sur la table en ce moment pour les rassemblements familiaux à Noël, dont 3 ménages pour 10 personnes maximum. Selon vous, quel scénario serait favorable pour un temps des fêtes sécuritaire et quand les Estriens pourront-ils commencer à planifier ce temps des fêtes? Vous doutez que cette décision-là relève du niveau gouvernemental. On a été consultés hier, les directeurs de santé publique, tous les directeurs avec le ministère, où chacun peut donner son opinion. Et est-ce que ça sera demain? Je sais qu'il y a un point de presse demain, mais il doit y avoir encore des discussions parce que différentes formules sont possibles. On se doute que c'est pas là une consigne écrite dans un textbook, comme plusieurs des consignes entourant la COVID, mais des principes qui sont mis de l'avant par la majorité des directeurs de santé publique, c'est qu'il faudrait bien trouver une façon, trouver l'équilibre entre les risques. On parle toujours d'une gestion de risque, donc d'ouvrir un peu plus, d'avoir certains accommodements pour que les gens puissent se voir un peu à Noël, mais sans grand débordement. Alors, quelle sera la formule? Ça ne sera sûrement pas sur toute la période des fêtes, d'autant plus qu'elle risque d'être allongée, mais plusieurs des collègues, et on verra ce que le gouvernement décide, mais plusieurs des collègues, évidemment, sont favorables à une certaine ouverture à plus qu'une adresse dans les zones rouges, ce qui constitue la majorité de la population du Québec. Mais on devrait, j'espère, l'apprendre dans les prochains jours. Une autre question qui nous vient de l'équipe de Radio-Canada Estrie. Le scénario du congé d'un mois d'école présentement à l'étude, donc fin des classes vers le 11 décembre et une reprise autour du 11 janvier. Jusqu'à quel point cela pourrait-il aplatir la courbe? C'est un peu le même type de réponse que je vais vous donner. Oui, on a eu des discussions sur la contribution par rapport au milieu scolaire, mais en même temps, il y a des inconvénients puisque les enfants qui sont à l'école, dépendamment des âges, évidemment, ne sont pas attendus à la maison autrement que pendant la période des vacances des parents. Donc là, il y a des défis de trouver l'équilibre encore là dans la gestion de risque sur si on allongeait cette période-là. Il y a actuellement la moitié de toutes les éclosions au Québec qui sont en milieu de travail. Et le quart sont en milieu scolaire. Donc, on est aux 3/4 des éclosions qui sont dans 2 milieux associés avec les parents et les enfants. Tant mieux pour les enfants, ils ont moins de complications associées aux éclosions. Ils ne compliquent pas, ils ne sont pas hospitalisés de façon classique. Là. Les enfants sont assez protégés, mais il n'y a pas d'étanchéité en tous les groupes d'âge et les catégories de gens plus à risque. De sorte que c'est tout ça la difficulté de trouver l'équilibre entre une bonne part des contributions peuvent être les enfants et leurs parents. Quand on parle des travailleurs de la santé, ça peut venir de l'un ou de l'autre, la transmission. Donc, s'il y avait une pause un peu plus longue, évidemment, ça forcerait une pause plus longue pour pas juste les enfants, mais beaucoup de gens. Mais cette décision-là et je dirais, le poids des avantages et inconvénients est discuté au sein du gouvernement avec le ministère de l'Éducation sur est-ce que notre système de santé, d'éducation peut faire ça, puis est-ce que les autorités de santé publique iront dans ce sens-là. Mais oui, c'est discuté, comme le ministre l'a mentionné lui-même, le premier ministre l'a mentionné lui-même la semaine dernière, et puis encore là, pour que les gens puissent planifier, on espère qu'il y a un point de presse demain, en théorie, qu'on aura des indications sur les discussions qui ont eu lieu. Une question maintenant de Jean-François Guillet de La Voix de l'Est. On voit le nombre de cas se multiplier dans certaines écoles. La santé publique posera-t-elle des actions ciblées dans ces établissements et si oui, lesquelles? Bien, il y a déjà des actions ciblées. Les établissements, avant même, dès l'ouverture au mois de mai dernier, ont été rencontrés pour toutes les mesures pour ceux qui sont allés en milieu scolaire, voir ce que ça a l'air. Ça ne ressemble pas à l'école de mon temps. Donc, il y a déjà beaucoup de mesures en prévention qui ont été déployées. Quand il y a des cas, tous ne génèrent pas des éclosions. Donc, un enfant peut avoir attrapé la maladie dans sa famille ou avec un autre ami, comme ça arrive souvent dans des activités en dehors de l'école. Parce que l'école, nos professeurs, nos directions d'école sont pas mal bien organisés, que ce soit avec le lavage, l'espacement, les bulles classe, bref. Toutes ces mesures-là existent déjà. Puis quand il y a une éclosion, bien sûr, il y a une enquête pour voir s'il y a eu d'autres cas.
il y a du dépistage pour voir s'il y a une éclosion dans le milieu scolaire. Il peut y avoir deux frères, deux sœurs. Voilà des exemples où il y a des cas qui sont retirés du milieu scolaire. Donc, toutes ces interventions-là ont lieu. Les commissions scolaires sont rencontrées chaque semaine, ensemble ou même individuellement par nos équipes pour discuter soit des améliorations et on le sait, des améliorations, des ajustements, et on le sait, il y a des centaines de classes, pas d'écoles, mais de classes qui sont, pas en Estrie, mais au Québec, qui sont actuellement fermées à cause de ces enquêtes et de ces surveillances. Mais sur ces centaines de classes, au total, le nombre d'enfants, c'est autour de 2-3 % de tous les enfants qui sont retirés des classes de leur scolarisation actuellement. Donc, longue réponse pour dire qu'il y a énormément d'activités actuellement avec le milieu scolaire. Une seconde question, toujours de Jean-François Guillet de La Voix de l'Est. Est-ce que le RLS de la Haute-Yamaska est toujours aussi préoccupant pour la santé publique, notamment pour le nombre d'éclosions? Oui, il fait partie des 5 RLS très rouges. La semaine dernière, il y avait pas mal d'indications d'ailleurs que Sherbrooke allait les rejoindre. C'est fait. Sherbrooke est carrément en termes de nombre de cas, même s'il y a plus d'habitants. On parle de 150 000 dans le RLS de Sherbrooke. Sherbrooke est clairement dans le rouge maintenant. Haute-Yamaska, Mégantic, Asbestos sont nos 5 RLS qui sont spécifiquement rouges. D'autres sont oranges, comme Brome-Missisquoi. C'est le RLS de, Missisquoi. La Pommeraye. La Pommeraye, excusez-moi. Je me mêle dans tous les termes. Mais bref, il y a eu des éclosions et donc dans ce territoire-là. En fait, tout le monde a des cas, sauf peut-être moins le RLS de Memphremagog et de Quaticook. Mais compte tenu de la propagation et de la multiplication, on l'a vu, on en a le nombre de cas aujourd'hui. La semaine dernière, 2 fois plus élevé que 2 semaines avant en Estrie. Donc, on a tous, malheureusement, progressé vers le nombre de cas. Dans la Haute-Yamaska, ils sont encore, en termes de nombre d'éclosions et de nombre de cas, ils sont aussi encore en rouge. Une question de Sylvie Pillon de CJAN. Lorsqu'une personne a été en contact avec un cas confirmé de COVID-19, elle doit s'isoler 14 jours et passe un test. Si le test est négatif, elle reste en isolement, mais doit-elle passer à nouveau un deuxième test? Sur le territoire Mauricie-Centre du Québec, un isolement de 14 jours et un seul test est nécessaire. Pourquoi les règles semblent différentes? Bien, d'abord, quand on a un contact avec un cas positif, il faut savoir de quelle catégorie de contact on se trouve, parce qu'il y a des contacts légers qui ne méritent même pas d'isolement. Par exemple, quand on est protégé, qu'on est à une distance, quand ça n'a pas duré longtemps. Mais dans les autres catégories, par exemple, vivre sous un même toit, ça, c'est un contact étroit. On parle d'un contact domiciliaire. Ça mérite un isolement. Même chose pour un contact modéré si, par exemple, au travail, on passe plus de 15 minutes à moins de 2 mètres non protégés avec quelqu'un, 15 minutes cumulées, là, ça n'a pas besoin d'être juste une fois. Ça, c'est un contact modéré, mais lui aussi mérite d'être retiré. Mais contrairement à l'affirmation ici, c'est 10 jours. Parce que c'est vrai que ça a été 14 jours, c'est ce qui est un peu confondant. Il y a 2 dates, en fait. Il y a 2 périodes. Quand on a la maladie, on considère qu'au bout de 10 jours, ça a déjà été 14, mais maintenant, les experts s'entendent pour dire que 10 jours suffisent pour que la majorité, il y a des exceptions à la règle, mais la majorité n'excrète plus suffisamment de virus pour contaminer d'autres gens. Ça, c'est pour les malades. Mais avant d'être malade, si on est en contact avec quelqu'un de malade, là, ça peut prendre 14 jours avant qu'on développe la maladie. C'est ce qu'on appelle l'incubation. Le virus est en train d'incuber comme un bébé dans un incubateur pour se développer. Donc ça, c'est 14 jours d'isolement pour les gens qui sont en contact. Mais ça dépend du contact et ça dépend de la durée et de la caractérisation. Ça, c'est les gens de santé publique qui, quand ils font l'enquête, rejoignent les gens pour préciser, de sorte que les gens peuvent avoir au point un appel selon la gravité du contact. C'est peut-être ça qui explique la différence dans la question ici qui est soumise. Une question ici de TVA Sherbrooke pour Dr Masse. Est-ce qu'avec l'augmentation constante du nombre de cas de COVID au Québec et en Estrie, vous croyez qu'il serait préférable de retourner en confinement total pendant quelques semaines pour enlever de la pression sur le système de santé? Écoutez, c'est pas une décision qui m'appartient. C'est sûr que le nombre de cas augmente, on le voit. Puis
parallèlement à ça, il y a un peu, il y a aussi beaucoup là, d'épuisement de la COVID. Là. Les gens sont un peu tannés des mesures. À mon avis, c'est ça qui est le plus dangereux, c'est que les gens prennent parfois même des grandes latitudes avec les mesures qui sont proposées, qui sont mises en place. Donc, avant de parler là, de retourner à un confinement global ou total comme on a vécu au printemps, je pense qu'on pourrait commencer par respecter de façon plus stricte ou assidue les recommandations qui sont déjà proposées et que plusieurs semblent suivre avec un peu moins de rigueur. Merci. C'est ce qui mettrait fin aux questions cet après-midi de la part des journalistes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et encore une fois, désolée pour les problématiques au niveau de la technique. Donc, espérons que vous aurez pu vous joindre à nous plus tard cet après-midi. Au plaisir. Merci beaucoup, Mme Lemay. Merci.